Dis-moi, Seigneur, que tu m'as pardonné mes cadavres. Dis-moi que tu m'as pardonné mes paroles agressives. Dis-moi que tu m'as pardonné ma lenteur. Oui, donne-moi de pardonner à ceux qui m'ont offensé, qui m'ont causé du tort. En continuant cette cérémonie, je puisse seul tu peux calmer ma souffrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant. Au pied de ta croix. Tout conflit brisé, je me rends. Tout conflit brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux. Ô Jésus, ton sang précieux. A lavé mon iniquité. A lavé mon iniquité. Oui, tu m'as pardonné, Dieu. Oui, tu m'as répondu. Ton amour m'a tout pardonné. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire. Je te contemple et quand toi seul j'ai complète victoire. Quand toi seul j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant. Au pied de ta croix maintenant. Je me relève triomphant. Je me relève triomphant. Blanc, blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. Eh bien, voilà des paroles qui ont traversé plusieurs siècles. Depuis 1700 que cette mélodie a été composée et qui effectivement traduit le cheminement de l'homme. Nous avons tous besoin d'être lavés dans le sang de l'agneau. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Nous avons tous besoin de la victoire sur le péché. Nous avons besoin de remporter des victoires, aussi minces soient-ils au fil de nos jours. Mais son amour nous pardonne. Son amour te pardonne. Ton amour dit, mon enfant, va et ne pêche plus. Si ce soir, tu peux prendre cette résolution ultime, décisive, que tu ne recommenceras plus. Que cette parole de Jésus résonne au fond de ton cœur. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Puisses-tu prendre cela comme une vraie résolution pour ce soir. Ce serait un moyen honorable de rendre hommage à notre cher. Messieurs, nous allons continuer avec nos témoignages. Je voudrais appeler ici et maintenant Monsieur Florent Kouété, s'il vous plaît. Merci de me donner la parole. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous remercie beaucoup d'être venus et braver ce climat en ces moments difficiles. Avant de commencer mon témoignage, je vais rectifier ce que le MC a dit. Dès que mon oncle est décédé, c'est son fils, 2 jours, disons 3 jours après, qui est décédé. Ce n'est pas son grand frère, mais c'est son fils, l'adjudant Kouété Thomas, qui était un enfant à côté de lui, partout où il partait, pendant qu'il était dans l'armée. Après qu'ils aient pris la retraite, c'est même lui qui s'occupait de sa pension de retraite, qui s'occupait de lui qui est tombé malade. Comme le colonel, c'était un monsieur qui aimait trop blaguer,
Et il lui disait tout le temps, mais toi, Thomas, tu me suis partout. J'espère que quand je vais m'en aller, tu ne vas pas me suivre. Malheureusement, 3 jours après son départ, il a amené mon oncle à l'hôpital, à la morgue, et 3 jours après, il est revenu de lui-même. C'était triste. C'est une perte très douloureuse. Je crois que c'est la perte la plus douloureuse que nous avons eue. Il s'en va à 65 ans. Et c'était triste. Et quelques semaines après, maman Pauline aussi s'en va. Tout petit, quand j'étais au lycée de Mbouda, j'allais souvent à Yaoundé passer des vacances. Et chaque fois que je devais rentrer, le colonel me dit Thomas, où il y avait notre Abou, un de ses chauffeurs, qui m'accompagnait à l'aéroport et me mettait toujours dans l'avion. J'ai pris l'avion Camer pour la première fois en partant de chez mon oncle pour Mbouda. Et j'aimais trop aller passer des vacances chez lui parce que je savais que je vais rentrer en avion. Et pendant que j'étais étudiant, chaque fois, j'aimais le voir à son bureau. Je n'aimais pas trop le rendre visite à la maison parce que je savais que quand je vais aller à son bureau, il va me donner un taxi. Et chaque fois que j'allais, effectivement, il me donnait l'argent de taxi, même si après il vient me trouver à la maison. Et c'est ça qui me permettait d'avoir mes billets de restaurant. Il a été très affectif, il était un homme très rigoureux. Rigoureux au point qu'on croyait, quand on était petit, qu'il était méchant. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte que non, c'était un homme très rigoureux qui aimait le succès, qui aimait la discipline. Une histoire que j'avais déjà racontée, je vais encore vous raconter. Quand il a perdu sa première épouse, il avait beaucoup de copines. Je suis donc arrivé chez lui un soir, il y avait une cérémonie, et une de ses femmes m'a mal parlé. Et je lui ai répondu aussi de façon très irrespectueuse, en lui disant, en tout cas, je ne te connais même pas, je connais plutôt d'elle. C'est Suzanne que je connais, toi je ne te connais pas. Elle est partie dans la chambre, elle a dit que tu as ton fils là qui est venu m'insulter, s'est permis de me dire que tu as une autre copine. Alors, je ne suis pas d'accord, tant qu'il est là, moi je boycotte la fête. Alors le colonel est donc venu tranquillement pour demander, mais Florent, tu es où? Il avait les mains dans les poches. Je me suis dit que il veut s'enquérir des informations, il veut savoir de quoi il s'agit. Le temps que je dise que non, je suis là, il m'a appliqué une gifle qui n'a pas son nom. J'ai pleuré et la fête s'est arrêtée là. Parce que quand j'ai pleuré, j'ai dit que je vais aller tomber dans le fondi. Comme il habitait aux mains des officiers, j'ai marché et toutes mes soeurs étaient derrière moi. Je suis allé et je voulais plonger dans le fondi. Il y a une partie qui disait que plonge, on va voir comment tu vas te suicider. Et les autres disaient que ne tombe pas. Le jeudi, il y avait une discussion. On s'est débattu là-bas jusqu'au matin. Et on est rentré à la maison. On a passé toute la journée. Il était toujours tranquille, il était très discipliné. C'était un homme très, très aimable. Il était rigoureux, il aimait le succès, il aimait vraiment la discipline, comme on dit. Une autre anecdote. J'avais un ami qui devait prêter serment. Il a passé au stage d'avocat, maître Daniel Njida, et à son âme aussi était décédé. Il faisait ses stages chez maître Akeli Mouna. Je suis parti de Ngouakeli pour aller chez Akeli Mouna le voir. Nous avons marché à pied parce qu'il n'avait pas de toge ni de toc pour sa soutenance. Nous sommes rentrés en Ngouakeli voir un professeur qui était son professeur de droit, qui lui a donné donc la soutane et la toque. Il était tellement content qu'on est rentré. Le lendemain, on s'est débrouillé pour arriver à la cour pour sa prestation de serment. Un de ses amis nous a amenés au château dans un circuit pour arroser son stage d'avocat. Pendant que nous sommes au circuit, je vois mon oncle qui entre. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dis non, papa, c'est mon ami là, il est avocat. Il est avocat? Il dit oui. Allez, je vous offre une tournée. Une bouteille de whisky, trois pour les DG, et il allait s'asseoir dans une antichambre avec ses amis. Surpris de constater qu'il nous a donné beaucoup à boire et à manger, je suis donc allé dans l'antichambre pour lui dire, papa, merci pour le geste que tu as fait. Il a sorti 20 000. Il nous a donné.
2 jours avant, on marchait à pied. On n'avait même pas dans un taxi. Il a sorti 2 mangas verts. Mon petit frère, on a pris les 2 mangas qu'on a mis dans la poche. Ça nous a assuré le mois à l'université. C'est des points qui m'ont marqué dans la vie. Au point que, quand il est arrivé ici, vers les années 2008, 2009, pour passer ses vacances, il est venu à West Virginia, nous avons passé le temps. Et tous les soirs, je dis bien tous les soirs, Afrique commençait encore. J'étais avec lui. J'allais partout. Je voulais qu'il vive, qu'il se sente à l'aise. Et pendant qu'on était ensemble, il m'a dit que quand j'ai eu ma maladie, c'était à Suzanne qui m'a sauvé la vie. Et s'est tellement occupée de moi. Et tu avais raison. On a rigolé. Il est reparti. En 2017, je m'en vais au Cameroun. Je m'en vais le rendre visite. Il était effectivement chez sa Suzanne. Et il me dit, mon fils, je dois épouser cette femme à l'église. Et le 30 novembre 2017, nous avons organisé son mariage à l'église. Il était heureux. Je crois que c'est à l'occasion qu'il a fait cette photo dans sa tenue d'apparat. Je suis reparti à Douala quelques mois après. Il m'appelle, il me dit, mon fils, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'ai mal. J'ai un problème de prostate. J'ai fait des examens. Je suis à plus de 600, 700 000. Ma prostate ne tient pas. Je ne comprends rien. Je dis, je fais comment? J'envoie une voiture te chercher. Tu reviens à Douala ou bien qu'est-ce qu'on fait? Il dit, même la voiture, je ne suis pas sûr que je pourrais prendre la route. Je ne suis pas sûr que j'arriverai. Ça m'a fait mal. J'ai dit, bon, ok. Tu m'as appelé à prendre l'avion, je te mets dans l'avion, tu viens à Douala. J'ai payé un billet d'avion pour lui et maman Suzanne pour qu'ils viennent à Douala. Je vais à l'aéroport, je me trouve seul à l'aéroport. J'ai dit, oui, maman Suzanne, il me dit que non. Dès que je partais, elle a eu une crise de diabète et elle est même hospitalisée. Le temps de le prendre pour l'amener à l'hôpital général, en route, il me dit, si je m'en vais, si je ne suis pas là, occupez-vous de maman Suzanne. Suzanne vraiment m'a sauvé la vie, faites tout pour elle. Qui est ce monsieur qui est malade? On se bat pour lui, il pense plutôt à une autre personne. Je dis, mais pensons d'abord à ce qu'il y a à lui faire. Nous sommes allés à l'hôpital, on a fait des examens, on s'est rendu compte qu'il fallait des interventions rapides et urgentes. C'est comme ça que j'appelle Marie. Je dis, Marie, si on ne fait pas un geste, papa, il souffre. Pour la première fois, j'ai vu un militaire pleurer. Là, parce qu'il avait mal. C'est là où Marie a réagi immédiatement. Ça nous a donné le tonus, on s'est battu, on l'a opéré, ça s'est très bien passé. On a passé de très beaux moments de joie ensemble. Et il a vécu longtemps. C'est récemment qu'il a encore eu une chute. Et je dirais que c'est pas erreur médicale. Quand il est arrivé à l'hôpital, on lui a infligé le glucosé alors qu'il était diabétique. Tout fort qu'il était, il a supporté ça. Il n'est pas mort sur le coup, il est rentré, il s'est même un peu rétabli, mais ça l'a affaibli jusqu'à ces derniers jours où il est parti. Mais avant de partir, il avait demandé à une de nos sœurs à lui préparer le couscous. Couscous avec sauce Congo, qu'il a mangé, qu'il a apprécié, il était content. Et il nous avait toujours dit qu'il n'aimerait pas souffrir avant de partir. Et je pense qu'il n'a pas souffert. Il a été malade. C'est douloureux de savoir qu'il est parti, mais je crois qu'il a vécu son temps. Il a été un officier supérieur de qualité, il était officier de transmission. Ses collègues l'aimaient beaucoup. Il a beaucoup de ses collègues qui sont partis avant lui. Certains qui y sont restés, ses subalternes qui sont là et qui l'accompagnent toujours à ses côtés. Comme anecdote, je vous raconte un peu notre histoire. Quand j'étais en République centrafricaine, j'ai représenté l'Université du Cameroun. J'arrive au brasserie, je trouve une jeune, belle fille de 28 ans qui faisait la publicité des brasseries. Je drague la petite, je prends son numéro de téléphone et elle me dit qu'elle vient à Yaoundé. Je m'appelle le rendre visite. Pendant que j'arrive chez eux, je trouve que dans un studio moderne et tout ça, je dis, mais comment? Toi, tu fais la publicité, tu vis dans un studio comme ça. Il dit, non. Mon copain, c'est un colonel. Je dis, hein? Ton copain, c'est un colonel, j'espère que c'est pas mon oncle. Elle dit, non, tu vas le voir, il arrive même bientôt. 40 minutes après,
Je vois la voiture noire garée, le beau garçon sort tranquillement, il marchait avec des pas d'élégance, très doucement. Il a dit, mon il me dit, mais c'est toi. J'avais peur qu'il va me blâmer, mais il était déjà très nu, il était très doux. Et il m'a dit que non, c'est de chez nous, hein. Ici, c'est de chez moi. Ah, j'ai compris. Il n'y a pas de... Et immédiatement, il a inscrit cette fille à l'école de police. Et le commissaire divisionnaire aujourd'hui. C'était un monsieur très heureux, il était très fier de lui et il aimait les femmes. C'était peut-être son défaut. Et je me dis aussi que c'est ce qui l'a permis, parce qu'il a perdu sa première épouse très tôt, c'est ce qui l'a permis de se maintenir jusqu'à atteindre l'âge de 88 ans. Nous lui rendons hommage et puis nous pensons qu'il va reposer en paix là où il se trouve. Il a traversé des étapes très difficiles. Il a perdu sa première épouse, il a fini par perdre son garçon aîné, il a perdu deux de ses enfants, et ainsi de suite, beaucoup de deuil à ses alentours. Il a enterré beaucoup de gens avant de s'en aller, et nous prions le Tout-Puissant de le recevoir là où il se trouve. Je vous remercie. Merci. Merci grandement. D'être venu ce soir. Mon père sera très content. Mon père c'était quelqu'un de fier. C'était un bel homme. C'était quelqu'un de rigoureux. C'était mon ami. Papa ne savait pas que j'étais une fille. Je suis née, j'ai grandi comme un garçon. Papa m'a éduquée comme un garçon. À 15 ans, j'étais dans l'armée. À 21 ans, je désertais l'armée. Et c'est papa qui me fait arrêter lui-même pour me mettre en prison militaire. Je réussis encore à fuir dès qu'on m'ouvre les portes. Il me rattrape. Il t'est dépassé. Là, il me fait faire une formation avec les officiers. On allait tout le temps, partant des messes des officiers jusqu'au Mont Fébé. On courait des kilomètres et je le faisais. Papa m'a élevé comme un homme. Il m'appelait mon fils. Il disait, tu ne devrais pas être une femme. Heureusement, pour moi, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant où les femmes ne savent plus qu'elles sont femmes. Je m'excuse pour celle-là. À ce temps-là, on ne connaissait pas vraiment ça. Sinon, j'aurais vraiment viré. Parce que je ne savais pas non plus que j'étais une femme. Je me comportais comme un garçon. Je luttais avec les garçons. Je luttais à tout moment. Et papa était fier de moi. Après quelques fouets tous les soirs, de temps en temps, il m'appelait pour le défendre aussi quand il avait des problèmes. Il dit, j'ai mon garçon qui viendra lutter. Et je le faisais. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de m'appeler. Je luttais pour rien et pour tout. En grandissant, j'ai compris pourquoi il m'avait élevé aussi dur. Aujourd'hui, beaucoup pensent que je suis dure. Non, je ne suis pas dure. J'ai simplement été éduquée comme un militaire. Ça joue de temps en temps, mais bon, le résultat est là. Papa était fier de moi. Ces 3 dernières années, c'était mon ami. C'était mon confident. Je ne ratais pas une occasion d'aller le voir. Je passais beaucoup de temps avec lui. Et il m'appelait, il me dit, mon fils. Il dit, mais papa, appelle-moi ta mère. Il dit, non, tu es mon fils. Tu es peut-être ma mère, mais tu es mon fils. Pourtant, mon père avait des garçons. Mais il m'appelait mon fils parce que je prenais des décisions comme il aimait. Je savais dire oui quand il le fallait et non quand il le fallait. Je savais dire arrêtez ceci, ça c'est pas bon, on va plutôt prendre ce chemin. Et à la fin, ça marchait. La veille
décès de papa, ma soeur s'était déplacée pour aller le voir et elle lui avait fait un repas. Elle m'a appelé, elle me dit, écoute, je sais que papa aime beaucoup le couscous de riz, je vais lui faire ce couscous et je vais le surprendre, il ne savait pas. Et quand elle lui a fait à manger, je crois que c'était le dernier repas qu'il a eu le samedi soir. Et elle m'a appelé, elle m'a fait un festin quand elle était au village. Elle me dit, voilà ton père, il allait être très fatigué. Quand elle m'a montré la vidéo, je n'ai pas pu tenir. J'ai dit, non, c'est pas papa. Papa est toujours fort. Pourquoi il est couché? Elle me dit, non, ne pleure pas. J'ai dit, comment tu peux me dire de ne pas pleurer? Mon père, il ne se couche pas. Il a l'air fatigué. C'est un homme fort. Dis-lui que je suis au téléphone. Elle dit, papa Marie au téléphone. Il a fait un effort, il s'est assis. Mais j'ai tellement pleuré qu'elle est partie. Elle ne m'a pas laissé continuer. Elle me dit, non, on a dit de ne pas pleurer. J'ai dit, c'est très dur pour moi. C'est très dur de voir papa dans cet état. Parce que je l'ai toujours vu comme un homme fort, un militaire. Quand on était jeune, il avait tous les surnoms. Dans l'armée, on l'appelait Panthère. Nous, on l'appelait le Baron. Parce que quand il arrivait, tout le monde se mettait au pas. Tout le monde se mettait en rangée. Il aimait voir les gens propres. De temps en temps, quand il venait, on avait les pieds sales. C'est les fouets, mais on avait l'art de cracher sur les mains et nettoyer les pieds. Comme ça, il pensait qu'on les avait lavés. Malheureusement, quand on est enfant, on ne nettoie pas bien. Alors, les doigts restaient sur les pieds. Et là, on passait à la chicotte. Il fallait aller se laver. Pourtant, on avait tellement joué. On aimait où on était. Bref. Que dis-je de mon père? Oh, c'était mon ami. C'était le seul qui m'encourageait. Il était tellement sûr de moi. C'était le seul qui m'appelait et me dit, mon fils, je sais que rien ne peut te dépasser. Je sais comment tu es forte. Je sais que tu t'en sortiras. Et il avait toujours raison. Je lui disais, papa, pour toi, je suis prête à tout. Je lui disais, papa, je pourrais toucher le ciel pour toi. Et je le faisais. C'était mon ami. C'était mon frère. C'était mon père. C'était celui qui me donnait le courage de continuer. C'était celui qui était là tout le temps que j'avais besoin de quelqu'un. Quelqu'un à qui je pouvais parler. Je sais que ce soir, il est content. Il est fier de moi encore une fois de plus. Parce qu'il dit, je suis celle qui fait ce que les autres n'ont pas pu faire. C'est pour ça qu'il a toujours dit, mon fils, oui, je peux te faire confiance. La dernière fois où je suis allée au Cameroun, papa me dit, je t'ai cousu une robe. J'ai dit, une robe? Il me dit, oui, je veux que tu la portes. Papa m'avait cousu une robe et un chapeau en tradition, des tissus traditionnels. J'étais vraiment surprise. Après combien d'années, j'étais une maman, une grand-mère, et mon père me faisait une robe. C'était formidable. Je veux simplement dire, je ne pourrais pas témoigner toute la nuit parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'aimais mon père. Il était adorable. Il me manquera. Je tiens à vous remercier d'être venu ce soir. Merci d'être là. Je sais quelque part, là où il est content, il est fier. Papa, il est mort. Mon frère, il s'appelait Thomas. Il n'a pas tenu. 2 jours après, c'est lui qui a accompagné papa à la mort. Celui qui a mis papa à la mort, c'est à lui que papa avait donné tous les testaments et tout. Il a eu un arrêt cardiaque devant tous mes frères et sœurs. Il est mort. Ça, c'était le plus dur. Il était encore jeune. Quelques semaines après, 2 semaines après, ma tante était malade. Quand on lui a dit, ton frère est mort, elle a arrêté de manger. C'est celle qui le suivait directement. Et elle est morte aussi. Ça fait 3 corps.
Je ne vous dis pas, j'ai jamais vécu ça. C'est vraiment difficile. Mais je vais dire merci d'être venu ce soir. Merci infiniment. Je sais que mon Père, il est content de vous voir. Et je prie le Seigneur de vous ramener chacun chez lui. Chacun. Merci, une fois de plus.
yeah, 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 yeah.